On est de retour sur la chaîne du Cercle Jean Mermoz pour aborder le troisième point de cet entretien. On veut revenir sur un article que tu avais écrit sur ton site, enfin c'est ton site, c'est un site en commun, mais du Cercle du Guesclin, qui s'intitulait «La tragique parabole du complot, les trois crises de la connaissance», où tu voulais justement revenir sur le complotisme de manière générale, cette espèce d'arraisonnement de la raison. Justement, qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement sur cette notion du complotisme? Oui, parce que le complot et le complotisme ne se résument pas, et surtout, en fait, ne sont pas cette espèce de croyances farfelues, un petit peu comme on avait dans les légendes, vous savez, les légendes du terroir, hein, l'Avelu, c'est le dragon hein, qui vivait dans les environs du Mans, le La bête du Dahu, Gévaudan. la bête du Gévaudan, voilà, euh, le Skri en Roumanie, la goule dans le monde arabe, enfin ce genre de choses. Et le complot n'est pas une affabulation. Le complot n'est pas une vision de l'esprit. Non, le complot, plus véritablement, le complot est une version pathologique de la raison. Euh, c'est la raison qui se fait cancer, si vous voulez. En fait, le complot n'aurait jamais pu advenir dans un monde qui ne plaçait pas la raison à son cœur. Et parce que ça part d'un débat en fait qui n'est pas résolu en philosophie, si tant est qu'il y a jamais des débats qui étaient résolus en philosophie, qui est savoir ce qu'est une connaissance vraie et une connaissance certaine. Et c'est pour ça que je parle des trois crises de la connaissance, parce qu'il y a la crise du savoir, la crise du discernement et la crise du politique, puisque fondamentalement, le complot renvoie à un dysfonctionnement du politique. Le complot, parce que c'est parti pendant la crise Covid, ça a été particulièrement vrai. Le complot a irrigué la société autour d'un être qui est le premier de l'histoire quasiment à avoir unifié l'humanité, un virus. C'est la première fois que l'humanité est tout entière placée sous un même joug, celui du virus Covid-19. Et ce qui m'a donné cette idée, c'est l'étude du Lancet du 22 mai 2020. Je pense que cette étude, celle qui a été retirée hein, ensuite, qui a fait scandale, et je pense que cette étude a fait plus de mal que 40 ans, 400 ans, même 4000 ans de mensonges en politique. Elle a placé, disons, en tout cas surtout les Français, mais je pense plus largement, face à une telle déconnexion avec le raisonnement dialectique, avec la pensée, qui garderont des traces, qui laisseront des traces pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, le discours scientifique a été tellement déclassé que l'antiscience est devenue un réflexe de pensée et considéré comme salvateur. Et je pense que la raison ne s'en relèvera pas comme ça. Alors, la crise du savoir, en fait, prend sa source dans le fait même de poursuivre la connaissance, dans le fait même de poursuivre, dans le but même de savoir quelque chose. Déjà, cette démarche contient la crise de la connaissance. Pourquoi? Parce que, et c'est Internet qui en donne aujourd'hui une image, je dirais, matérielle la plus probante, c'est que la connaissance est une particule élémentaire d'un océan d'informations, qui n'est pas la même chose, un océan magmatique dans un chaos brownien indescriptible qui fait que, sur Internet particulièrement, ça prend les formes d'un espèce de maelstrom dans lequel se retrouver relève non même pas du sacerdoce, même pas de la poursuite rigide et régulière
du même pratique, presque un monachisme de la connaissance. Non, ça relève du miracle, de l'angélisme. Voilà. Pardon. Savoir quelque chose de manière certaine est devenu parole d'ange. Et ça, c'est la première crise de la connaissance. La première crise, c'est la crise de la connaissance. La connaissance n'est plus une certitude. Et là où autrefois, il y avait des grands systèmes idéologiques, de grands systèmes religieux qui n'ont pas disparu, j'entends, mais qui en Occident sont devenus une faiblesse radique. Oui, folklorique. Disons que en Occident, ces ensembles idéologiques ou religieux sont déclassés. Dans ce monde qui n'offre plus de prêt-à-penser, d'un grand ensemble destiné à expliquer le réel, destiné à sélectionner l'information et en faire une connaissance par un système d'osmose, de test d'osmose, cette information-là n'est pas compatible avec notre système idéologique. Dehors. Un système d'écluse. Le système d'écluse, c'est vraiment un apaisement pour la pensée. Alors, ça veut dire aussi que les systèmes idéologiques sont par nature, sinon intolérants, au moins discriminants dans le domaine de la connaissance. Il y a bien des connaissances qui sont tenues pour fausses ou effectivement fausses dans le système idéologique. Mais tout ça, ça a volé en éclats. Pour le dire autrement, quand on savait ou quand on pensait savoir que la mort était une félicité et qu'elle conduisait au paradis, si on s'était bien tenu, eh bien, le cours de la vie était plus simple. Et d'une certaine manière, peu importe que ce système idéologique soit faux, au moins, on avait la paix, disons, la paix de l'esprit. C'est ce que j'appelle donc heureux les ignorants. Les bienheureux ignorants disent aujourd'hui, comme on était bien quand on ne savait, ou quand on ne pouvait savoir. Et puis à côté de ça, dans ce maelstrom, il y a ceux qui, au contraire, se disent, puisque plus rien n'est certain, puisque la connaissance est un rêve inatteignable, alors faisons le dos rond, devenons insignifiants au point de ne plus souffrir de savoir, et tout passera. On ne nous verra plus, et on pourra sortir apaisé, libéré du joug de la quête de la connaissance. C'est ce que j'appelle les bienheureux ignorés, heureux les ignorés. Donc ça, c'est la crise du savoir, c'est-à-dire n'en donnez plus. N'en donnez plus, il y en a trop. Nos esprits ne peuvent plus assimiler. Le phénomène est toujours aussi petit par rapport à nous-mêmes, mais il est déjà trop grand. Ça suffit. Mais à ce propos de cette espèce de tyrannie de l'information, faut signaler les travaux de Baptiste Rapin qui reprennent un peu plusieurs travaux précédents, parle de l'indéterminisme du code, qui justement par nature est indéterminé, et notre monde se calquant sur un dans le flot d'informations, justement, on est obligé de trancher. Comme on peut, quoi. Alors, c'est intéressant que tu parles de trancher parce que, et ça va avoir une résonance sur ce sur quoi on reviendra après, c'est la crise du politique, c'est que cette indétermination de la connaissance, cette variabilité mutagène de ce qu'est une connaissance vraie, ou cette invariabilité mutagène considérée comme telle, c'est-à-dire cette incapacité en fait de savoir si ce que l'on sait est vrai, et si ce que l'on sait est vraiment un savoir ou une croyance, ou même si on devrait s'en débarrasser en se disant moins on en sait, mieux on se porte, renvoie au politique. Parce que le politique est un fait de décision.
Et décider, c'est trancher, c'est-à-dire refuser des voies pour en prendre d'autres. Dans ce système de maelstrom informationnel, choisir une voie plutôt qu'une autre relève là encore de l'acte angélique. Comment savoir si ce que j'ai fait est la bonne chose à faire, la meilleure chose à faire, la chose la plus efficace? En fait, en gros, comment savoir si mon être est guidé par le bon, le bien et le beau, sachant que je n'ai plus aucune manière de savoir si ce que je fais est beau, bien ou bon. Et c'est là qu'on revoit la cruauté de la disparition des systèmes idéologiques. Parce qu'avant, quand on est, enfin encore aujourd'hui, quand on croit en Dieu d'une certaine manière, si on est chrétien, musulman, peu importe, ou quand on a une idéologie, quand on est communiste, par exemple, on a une voûte céleste du beau, du bien et du bon. On n'a qu'à lever la tête vers les cieux et on sait. On voit, alors ça c'est bien, ça c'est beau, ça c'est bon. Alors on va faire ça, on va poursuivre en tout cas cette quête. Et ce qui n'est pas inscrit dans cette quête et qui donc devrait être expurgé ne peut pas forcément l'être, mais en tout cas on va lutter contre. Tout ça c'est fini. Ça a volé en éclats. Il y a une insécurité de l'âme qui est devenue telle que le jugement assertorique est devenu une torture et le jugement apodictique est une impossibilité. Assertorique, c'est dont on teste la viabilité. Apodictique, c'est considéré comme vrai par nature. Voilà. Mais au moins, la neutralité axiologique libérale, là, elle existe. Alors là, elle est pure. Là, elle existe. Et d'ailleurs, Michéa, quand Michéa en parle de la neutralité axiologique, pour souvent, il se réfère à Smith. Mais là, en tout cas, elle est effective. Là, elle est vraie. Il y a une vraie neutralité axiologique parce qu'il n'y a pas vraiment de système qui est privilégié que l'autre. Il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Et en fait, c'est vrai que on est dans un contexte de neutralité. Alors là, c'est une, disons on n'est plus dans la neutralité. On est dans la contradiction axiologique. C'est-à-dire que présentement, deux connaissances, enfin deux informations qui se présentent à toi sous les atours de la jolie connaissance, de la connaissance désirable, vont se présenter à toi de manière contradictoire comme étant des connaissances. Et vont être désirables en elles-mêmes. Parce que tu comprends que pour les bienheureux ignorants, pour les bienheureux ignorés qui sont en fait totalement désabusés du monde, la connaissance n'est plus une quête. Pour les bienheureux ignorants, en revanche, ils disent comme on était heureux quand on ne savait, mais maintenant, on sait. C'est trop tard. Donc il faut bien faire quelque chose. Et c'est ça tout le tragique de la neutralité axiologique ici. Elle n'offre aucun échappatoire. Et elle n'offre aucun échappatoire en vous disant, vous êtes des êtres, vous êtes des animaux sociaux et vous êtes plongés dans un monde qui vous dépasse par toutes les variables. La plupart des variables ne sont plus accessibles. La plupart des variables vont être soumises à votre étude sans que vous puissiez y faire quoi que ce soit. Et contentez-vous de ça. Votre existence, c'est ça. Le passage de sujet à objet. Passage de sujet à objet. Il y a quelque chose comme ça. Ou alors, plus exactement, vous êtes un objet, mais on vous fera croire que jusqu'au bout, tant que vous continuerez à persévérer, quand vous continuerez à persévérer dans ce dolorisme de la quête de la connaissance, vous serez un sujet. Ou du moins, on vous fera miroiter que vous pouvez l'être. Donc, dans ce cadre, la crise du discernement ne pouvait que frapper à la porte. C'est-à-dire que la crise du discernement, c'est l'incapacité, je l'ai dit, de savoir ce qui est vrai ou faux. Et c'est là que prend racine le complotisme. Alors, il y a ceux qui vont se complaire dans les canaux fiables de l'information, et à raison d'ailleurs,
puisqu'il faut se départir de toute considération qui consiste à dire qu'à partir du moment où une information est donnée par un organisme, par une autorité, elle est nécessairement fausse. On y reviendra. Elle est nécessairement corrompue. Mais il y a ceux qui se contentent de ça. Et parce que c'est aussi apaisant pour l'esprit. Cela offre un horizon au moins praticable. Et puis à côté de ça, il y a le complotisme. Alors, le complotisme, c'est une excroissance métastasée de la croyance dans le savoir. C'est-à-dire que certains ont pris comme posture de considérer que tout ce qui était dit était faux. Donc on fait le bilan, c'est faux, il faut donc reconstituer le vrai. Une affaire de comptable. Hein. Votre comptabilité est fausse, il faut reconstituer votre comptabilité. Où sont les produits, où sont les charges? Grosso modo, c'est ça. Il y a un côté miroir, gant inversé. Miroir, gant inversé? Le gant inversé, c'est-à-dire le gant serait l'information médiatique classique. En fait, souvent, le complotisme prend le gant et l'inverse, dans tous les sens du terme, sans amener une espèce de qualité de discernement aucune. C'est-à-dire, c'est inversé. Voilà. Mais en fait, le complot, excroissance de la croyance dans le savoir, c'est-à-dire que le complot va considérer que ce qu'il prétend savoir, ce qu'il prétend déterminer, qui est en fait une croyance, est vrai, mais c'est la base de la croyance. Hein. Et c'est ce qui fait sa solidité. Parce que démontrer à un complotiste qu'il a tort est extrêmement coûteux en temps et en énergie. Hein, c'est la loi d'asymétrie de Brandolini. Mais déjà, c'est pas assuré du succès. Et deuxièmement, ne pas le faire renforce le complotisme dans ses positions. Puisqu'il est impossible de démontrer qu'il a tort, c'est qu'il a raison. Puisque nous, complotistes, avons fait la démarche préalablement de démontrer que les autres avaient tort. Et donc on est bien sous tout rapport. Et donc on se retrouve face, la pensée se divise à la mode de Falkenhayn. Falkenhayn, c'était donc l'officier en chef des armées allemandes entre 1915 et 1917, il succédait à Moltke, et c'est lui qui arrive avant Ribbentrop et Hindenburg. Et c'est lui qui est le grand promoteur du système de la tranchée, donc la guerre d'usure. Et c'est pour ça que je parle de système de Falkenhayn, c'est-à-dire que rapidement, on se retrouve dans un système où certains disent qu'on les assiège, mais ils assiègent en même temps, et d'autres disent qu'ils sont assiégés, mais ils assiègent en même temps. En fait, c'est un duel d'honneur, hein, on se balance des pierres les uns sur les autres, et le champ de la pensée se résume à ça. Un espèce de duel, le champ de bataille. Et donc, le complotisme est, de ce point de vue-là, un extrémisme de la raison. On explique qu'il n'y a rien qui, dans la connaissance, ne soit explicable. Aucun mouvement ne peut être expliqué. Il y a toujours une volonté manipulatoire derrière la connaissance. Chaque information est coupable d'exister, puisque chaque information, par définition, est intéressée. Elle n'existe, elle n'a été produite que parce qu'elle poursuit un but. Elle poursuit le but de certains, notamment. Les variables ne sont pas inaccessibles à l'homme, elles sont accessibles, mais à certains seulement, qui sont maîtres de la production de ces informations, qui les présentent comme des savoirs, afin de soumettre une population. Ça veut dire que dans ce système, le complotisme prétend que rien ne préside à la moindre action, si ce n'est la volonté explicite d'atteindre un objectif. C'est pour ça que je parle de volonté manipulatoire. Le réel n'est rien d'autre que ce que les hommes en font. Et donc derrière toute action, il y a un homme, un groupe d'hommes, peu importe. Les institutions, de ce point de vue, n'ont pas d'objectif, n'ont pas de vie propre.
Il n'y a pas de volonté holistique. Il n'y a que des pantins et des marionnettistes. Et donc, ce que le complotisme prétend, c'est d'atteindre la volonté du marionnettiste pour mieux la combattre. Ce sera sans moi, voilà. Sans moi, et par ailleurs, vous êtes des pigeons. Voilà, vous êtes des pigeons, vous. Vous aimez bien vous faire tirer la carabine. Bon, bah, pas moi. C'est ce que dit le complotisme. Dans cette affaire, on est vraiment dans l'extrémisme de la raison parce que vous comprenez bien que tout est réfléchi, tout est complot, tout est cabale. Donc, ça veut dire que tout ça a été pensé, ça veut dire que tout ça a été transmis. Peu importe que ce soit complètement affabulatoire, peu importe qu'un complot sur plusieurs siècles soit impossible à tenir, parce que ça veut dire de se passer de génération en génération les mêmes informations, les mêmes connaissances, sans que personne d'autre ne le sache. Bon, les complotistes répondront, mais si, nous on le sait. La preuve, ça, que c'est possible. Et dans derrière ça, il y a de la part du complotisme deux biais. Le premier biais, c'est que, en fait, ils sont prisonniers de l'individualisme méthodologique, puisque, apparemment, il est possible de tout savoir à partir du moment où on en poursuit la quête. Et par ailleurs, ils sont aussi prisonniers d'une forme de performativité entrepreneuriale, ou presque bakounienne, critique de Bakounine à Marx sur l'avènement du régime socialiste et du communisme ensuite, à savoir, si le monde est comme ça, c'est que vous n'avez rien fait. Et donc, si vous voulez faire quelque chose, vous devez poursuivre la quête destinée à modifier ce réel, puisque le réel est entièrement manipulé. Vous pouvez donc contraindre la manipulation, voire même devenir vous-même le manipulateur. Le deuxième biais, et ça va rejoindre en fait le premier, c'est-à-dire cette idée de la manipulation du monde, c'est que occuper une position d'autorité, la production institutionnalisée du savoir, est par nature corrompue, et par nature corruptrice. Tout ce qu'elle touche est corrompu. Il y a une véritable idée de la pureté derrière. Le complotiste se présente comme un chevalier de la pureté, quasiment. C'est-à-dire que lui va combattre la corruption, lui va combattre contre la manipulation des masses. Je ne peux pas m'empêcher d'y voir une forme de, disons, de digestion, d'un manichéisme digéré, d'une espèce de gnose, en fait, de gnose passée par le truchement du christianisme depuis le Moyen-Orient, donc du manichéisme au christianisme, puis maintenant à la raison cartésienne, puisque les purs dans le manichéisme, qui poursuivaient la voie écrite par Mani, le prophète du IIIe siècle, expliquaient que les purs devaient atteindre la félicité par un certain nombre d'actions commises dans leur existence, une ascèse très forte notamment, alimentaire, sexuelle aussi. Et en fait, les complotistes sont ces purs-là. Eux, ils ont fait la démarche de refuser de savoir pour mieux savoir par la suite. Refuser la connaissance pour découvrir la connaissance vraie. Et eux, à la fin des fins, ne seront pas enfermés, j'avoue que l'homophonie est assez drôle, ne seront pas enfermés, comme le dit le manichéisme, dans le bolos, c'est-à-dire en fait le bolos étant une sphère hermétique colossale qui va contenir tous les êtres qui ont refusé de suivre la voie de Mani et qui ne seront pas donc emmenés par le Christ, puisque effectivement dans le manichéisme c'est le Christ qui vient à la fin juger les hommes, comme dans l'islam d'ailleurs. Et en refusant donc de suivre le chemin de Mani, ils sont condamnés à l'enfermement au bolos. En l'occurrence, dans notre cas, le bolos, ce serait l'ignorance. Mais la vraie, cette fois, pour les complotistes. Alors, cette idée de la corruption, elle est importante, parce que ça veut dire aussi que le complotisme est facilement prenable à son propre jeu. Dans le sens où un homme qui se prétend délivrer les gens qui poursuivent la quête du savoir, de l'ignorance et de la connaissance fausse, qui se présentent comme les porteurs de cette pureté,
comme les combattants de la corruption, s'imposeront aisément dans ces milieux et deviendront de véritables gourous. C'est ce qui se passe on observe dans certains mouvements complotistes aujourd'hui, ou même plus largement d'ailleurs, en-delà du complotisme, simplement des traits complotistes, des petites paroles comme ça. Et ça suffit à susciter l'adhésion. Je vais donner un exemple très frappant de ce rationalisme exacerbé. Quelqu'un comme Jacques Gourmaud, qui défend des thèses complètement farfelues sur l'équateur penché, sur la construction par les extraterrestres des pyramides, a une démarche d'une rationalité, mais excessive. C'est pas la révélation prophétique comme c'est trop vrai. Comment? C'est trop vrai. Oui, c'est-à-dire que ça recherche tellement la donnée, la connaissance tenue pour vrai, que ça en devient complexe à démonter, c'est vrai, mais que ça perd en fait. On est toujours dans le monde désenchanté. Le monde est toujours aussi froid. Et les complotistes, en réalité, se réjouissent que le monde soit froid, mais ils en ont tiré des conséquences les plus extrêmes. Ils ne sont pas pour le réenchantement. Ils ne sont pas pour le retour d'une croyance commune. Ils ne sont pas pour croire en de grands objectifs, pour croire en de grands idéaux. Non, ils sont pour la pureté de la connaissance. Et ça passe par la froideur absolue du monde. Et le monde, et de toute façon, pour eux, le monde est froid. Le monde n'a pas de magie. Le monde n'a pas d'enchantement. Le monde n'a pas de réjouissance. Le monde n'a pas de moments béatement tranquilles d'observance du réel et devant la magnificence d'un paysage. Non, tout ça, ça n'existe pas. Il n'y a que la manipulation et elle doit être décelée pour être contestée. Sans se rendre compte qu'en faisant ça, ils pratiquent eux-mêmes la manipulation. Ouais. Mais en fait, ça, c'est plus large que le simple complot. Parce que ça mène à la troisième crise, qui est la crise du politique. Parce que cette corruption des lieux institutionnalisés de production du savoir est en fait due à la corruption des hommes qui tiennent eux-mêmes les lieux institutionnalisés de production de savoir. L'idée, c'est que l'autorité, le pouvoir par lui-même est corrupteur pour le complotiste. Et comme il est corrupteur, alors les hommes qui le tiennent sont corrompus. Voilà. Donc il va être le chevalier blanc qui va combattre ces systèmes corrompus. Alors, mais en fait, le politique fait la même chose que le complotiste. C'est pour ça que je parle des ventilateurs qui nous gouvernent. Ils produisent du vent, du discours, la com, le marketing, la gestion. Il n'y a plus de politique. C'est une parole de boutiquier. On vous vend des choses. On vous vend des choses. On ne vous présente plus un projet désirable par lui-même. On alimente le désir de vouloir le produit que l'on vous vend. Et ça, c'est ce que j'appelle le réel discursif. Le monde politique. Et ça fait au moins depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est plus vieux en réalité, mais ça a pris un tournant particulièrement exacerbé après la Seconde Guerre mondiale et surtout depuis les années 80. Ça se voit très, 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 très bien aux États-Unis. Donc en réalité, les choix politiques n'ont pas véritablement de portée puisque les divisions des deux grands partis institutionnalisés sont très faibles. Pourquoi? Parce que la plupart des choix politiques ne sont plus accessibles, ou du moins ne sont plus considérés comme accessibles, parce qu'en fait, ils sont refusés. Donc, on se contente de la gestion de la petite semaine. Hein. C'est-à-dire qu'on gère l'État, on ne le dirige plus. Et donc, cette production du discours va créer un réel alternatif. C'est-à-dire que plutôt que de partir du réel, de tenir un discours qui cherche à faire comprendre qu'il y a sur le réel des connaissances vraies à avoir, le politique va construire une toile discursive
centré et autoréférentiel où on construit les axiomes et on en tire les conséquences et on présente des solutions qui en fait sont dues aux axiomes qu'on a nous-mêmes posés à la base dans le discours. Le discours est donc circulaire. Et c'est cette crise du politique qui renvoie à l'impuissance, parce qu'en fait c'est ça, c'est un discours d'impuissance. Le réel n'est plus accessible, on va donc en constituer un autre qui va nous permettre d'être élus. Hein, voilà. Et dans ce discours que l'on produit, on va attirer du monde qui vont nous croire et qui vont donc voter pour nous. Et dans le complot, c'est pareil. Les deux rejoignent l'impuissance. Pour les complotistes, le réel est manipulé de toute façon et c'est un combat presque infini et inaccessible, comme s'il y avait derrière un être divin, un Dieu qui ne vivait que par la manipulation et le changement, qui n'avait donc pas de but. Son objectif, ce serait la manipulation pour toujours, et donc faire perdre les êtres humains dans les sables. Pour le politique, c'est pareil. Alors ça n'a pas les mêmes effets extravagants, c'est-à-dire que personne dans le politique n'a cherché à faire croire que la Finlande n'existait pas. Oui, c'est un vrai complot qui a existé sur Internet. C'est une expérience qui a été menée par un type, donc c'était un Américain, qui a cherché à faire croire sur Internet que la Finlande n'existait pas et que c'était un golfe de la mer Baltique sous souveraineté russe qui avait été donné à bail au Japon pour y pêcher. C'est vrai, je veux dire. Qu'en fait, la Finlande, à proprement parler, c'est la Suède du Nord. Voilà. Bref. Et ça a marché. Il y a des milliers de gens qui l'ont cru. Alors que c'est un truc qui a été monté toute pièce. Et le politique n'a pas cet effet-là parce qu'il ne peut pas être à ce point extravagant. Parce que même si il a réduit à l'os la politique, enfin plutôt le politique, même si la politique a réduit à l'os le politique. Je fais une différence. Le politique, c'est la signification d'un us volontaire de persévérance dans l'existence. Dire en gros, il faut qu'on vive en tant que collectivité et que pour ça, il va falloir prendre des décisions. De la politique qui est la signification particulière d'un us volontaire de persévérance dans l'être. Bon. Mais la politique, à travers ces hommes, on réduit le politique à l'os, c'est-à-dire au squelette gestionnaire, il n'y a plus de chair, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus que le calcul, la manière de faire parvenir les hommes à ce qu'on veut, c'est-à-dire le management, et la manière de faire parvenir les objets entre les mains des hommes, c'est-à-dire le marketing. Il n'y a plus que ça, et derrière, il y a la compta, voilà, parce que tout ça, ça demande une comptabilisation. D'ailleurs, sur le management et le marketing, il y a une très belle phrase de Rapin qui dit le management, c'est le marketing, mais à l'intérieur. Oui. Du coup, en fait, ce serait une extension du marketing, mais dans tous les sens. Mais de toute façon, en fait, le marketing et le politique, c'est devenu la même chose. Et la politique, c'est devenu la même chose. Puisque de toute façon, on est condamné à l'impuissance, que le réel discursif n'existe pas. Puisqu'en fait, le réel discursif continue de prétendre qu'il y a bien une politique et qu'on peut faire des choses et que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui était déjà moins pire qu'hier. Mais ça, c'est un réel discursif. En l'occurrence, dans le monde réel de la réalité véritable, dans ce monde-là, la politique a réduit le politique au marketing. Oui. Le but, c'est uniquement de produire un discours et le reste de gérer comme on le peut.